Bonsoir. En ce jour particulier du 1er mai, fête du travail, mais aussi 4 mois après l'alerte chinoise auprès de l'Organisation mondiale de la santé, je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui travaillent aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour toutes ces femmes et tous ces hommes, acteurs du quotidien, acteurs clés de la santé. Merci aux professionnels de santé, à tous les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les aides-soignants, les agents de services hospitaliers, les brancardiers, les kinésithérapeutes, les psychologues, tous les acteurs de soins qui œuvrent en secteur hospitalier, public, privé, en ville, à la campagne, les auxiliaires de vie, les aides à domicile, les professionnels du transport sanitaire, du secours à la personne et tous les aidants, les étudiants, les retraités, les volontaires, tous ceux qui font tout, tous les jours pour les malades, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les plus vulnérables et qui ne comptent pas leurs heures, que nous soyons un jour férié ou pas. Ce soir, la pandémie de Covid-19 s'étend à 186 pays et touche plus de 3,2 millions de personnes dans le monde. Tout d'abord, je souhaite revenir sur les cartes qui vous ont été présentées hier par Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. À la suite de la publication des cartes de suivi épidémique, Santé publique France a procédé à des modifications dans certains départements. L'Aisne, le Calvados, le Cher, la Dordogne, le Lot, la Nièvre, l'Oise, le Tarn et la Haute-Corse, en raison de nouvelles analyses des données, du recours à des indicateurs complémentaires de surveillance syndromique et après des échanges avec les acteurs de terrain, en particulier les agences régionales de santé et les cellules de Santé publique France en région. Les données utilisées, vous le savez, illustrent deux notions importantes dans le suivi de l'épidémie. Celle de l'activité de l'épidémie, de la cinétique, de la dynamique de l'infection sur le territoire, c'est-à-dire le reflet du nombre de personnes qui développent une infection sur chacun de ces départements, qui appellent leur médecin traitant, SOS médecin, ou qui se rendent sur avis médical dans un service d'urgence. D'autre part, la notion de pression de l'épidémie sur notre offre de soins, la saturation de nos capacités hospitalières, c'est-à-dire le nombre de lits de réanimation occupés par des malades graves atteints d'infection Covid par rapport au nombre total de lits de réanimation dans un territoire en situation normale. La surveillance syndromique, la surveillance en population, nous permet de construire cette fameuse première carte. Vous le savez, l'immense majorité des cas sont bénins et sont pris en charge en ville par les médecins généralistes, les médecins traitants, mais aussi par exemple par les laboratoires. Hier, par exemple, SOS Médecins a réalisé 295 interventions pour une suspicion de Covid-19 au cours de la journée, soit 6% de l'activité totale SOS Médecins. Les services d'urgence ont renseigné 1200 passages hier, soit 5% de leur activité, pour une suspicion d'infection coronavirus, et ça a conduit à 36%
d'hospitalisation, dont 3% en réanimation. Enfin, vous savez que nous surveillons aussi l'activité des laboratoires et le taux de positivité des tests réalisés. Ce taux de positivité était hier de 18% pour toute la France. Vous voyez donc cette première carte, cette circulation active du virus. Cette carte illustre la notion d'activité épidémique, de situation épidémiologique de la maladie Covid. Elle est construite à partir de données qui reflètent le nombre de personnes adressées dans les services d'urgence par leur médecin traitant, par leur médecin de ville, pour une suspicion d'infection Covid-19 par rapport au nombre total de passages aux urgences, quelle que soit la cause. Ces données sont issues d'un système de recueil de données publié quotidiennement sur le site data.gouv.fr et évidemment accessible au public. Elles sont issues du réseau de presque 700 services d'accueil des urgences et permettent de comptabiliser plus de 90% des passages aux urgences en France. Elles représentent donc une source d'information qui est affichée département par département et reflète donc la circulation virale ou la situation épidémique dans un territoire. Il nous permet donc d'utiliser par ailleurs des moyennes sur les 7 derniers jours. Et c'est ainsi que nous avons ce fameux code couleur déterminé selon des seuils. En vert, dans la totalité des passages aux urgences observés, il y a moins de 6% des patients qui viennent pour une suspicion d'infection Covid. En orange, cette proportion varie entre 6 et 10% de l'ensemble des passages. Et en rouge, plus de 10% des patients qui se présentent aux urgences viennent pour un motif de suspicion d'infection coronavirus. Ce sont ces seuils qui définissent les couleurs affichées sur la carte et qui permettent de visualiser un reflet de la situation épidémique, de la circulation virale dans le département. Ces données ont l'avantage d'être relativement précoces, sensibles, c'est-à-dire qu'elles évolueront rapidement en cas d'évolution dans un centre ou dans un autre de l'épidémie. Elles ont donc été choisies pour nous permettre de réagir le plus rapidement possible. En synthèse, Santé publique France a procédé au reclassement sur la carte de ce soir, que vous voyez actuellement, de 9 départements. Les données prenaient en effet en compte de nombreuses campagnes de dépistage en cours, et l'on peut s'en féliciter, des dépistages relatifs aux EHPAD et des dépistages de professionnels de santé. Ainsi, le reclassement du dispositif au secours, de recours aux services d'urgence, permet le reclassement du département de l'Aisne du rouge à l'orange, avec sur la synthèse un maintien de la couleur rouge, puisque le système hospitalier de ce département est en forte tension. Pour le Calvados, le reclassement est de la couleur orange à la couleur verte, et la carte de synthèse indiquera la couleur verte. Pour le Cher, le reclassement est du rouge au vert, avec une synthèse orange puisque l'hospitalisation est en tension. Pour la Dordogne, on bascule de l'orange au vert, avec un code synthétique vert. Pour la Haute-Corse, on passe du rouge au vert. Pour le Lot, du rouge au vert. Pour la Nièvre, du rouge au vert. Pour l'Oise,
c'est une discussion là aussi avec les acteurs de terrain. On passe du vert à l'orange, mais vous savez que dans l'Oise, où il y a eu d'importants cas groupés, le système hospitalier est toujours sous tension et donc l'indicateur général restera rouge. Enfin, pour le Tarn, le reclassement est de l'orange au vert. Les données utilisées sont aussi publiées quotidiennement sur le site data.gouv.fr, je vous le disais. Elles sont enrichies par des données locales, d'activité de SOS médecins, de ressenti des médecins généralistes, d'activité des laboratoires, de présence ou non d'investigations en cours de cas groupés. Et donc ce sont grâce aux échanges que nous avons entre Santé publique France et les agences régionales de santé que ces données seront régulièrement actualisées. Les données sont affichées donc sous forme de cartes avec des moyennes sur les 7 derniers jours. Les données hospitalières nous permettent de construire la deuxième carte. Ce soir, nous avons des données qui sont issues de 1364 établissements. 25 887 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection Covid-19. Ce solde est négatif de 396 malades, c'est donc une bonne nouvelle. Mais nous avons encore 668 nouvelles admissions à l'hôpital de patients atteints d'infection coronavirus. Le nombre maximum avait été atteint, je vous le rappelle, le 14 avril, avec 32 250 malades atteints de Covid-19 et hospitalisés en même temps. 7 183 patients sont toujours hospitalisés en réanimation, dont 3 878 atteints de Covid-19, ce chiffre est en baisse. Le nombre maximum de patients atteints d'infection coronavirus Covid-19 en réanimation avait presque atteint 7200 le 9 avril. 4 régions concentrent 76% des hospitalisations en réanimation. Il s'agit de l'Île-de-France, de Grand Est, d'Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France. Au cours des dernières 24 heures, 73 nouveaux patients dans un état grave ont été admis en réanimation. En tenant compte des sorties qui sont nombreuses, nous avons 141 patients en moins en service de réanimation. Ce besoin donc baisse lentement, mais régulièrement, et vous savez que c'est un indicateur évidemment important de tension hospitalière et de mobilisation de toutes les énergies et de toutes les compétences de nos professionnels de santé. Dans les Outre-mer, on relève 72 hospitalisations, dont 20 patients en réanimation. Au total, et c'est un chiffre important à souligner, plus de 50 200 personnes sont sorties guéries de l'hôpital, auxquelles il faut ajouter les dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas eu recours à l'hôpital et qui ont évolué favorablement à la maison. Cette épidémie est massive, cette épidémie est sévère. 92 087 personnes infectés par coronavirus ont été hospitalisés depuis le 1er mars, dont près de 16 200 en réanimation. La circulation du virus, vous le constatez, reste encore à un niveau élevé. Nous devons donc tous respecter les gestes barrières qui doivent devenir des réflexes. Vous voyez maintenant la carte des tensions hospitalières sur les capacités de réanimation. Cette carte présente le niveau de saturation de nos services de réanimation en France.
c'est-à-dire le nombre de lits de réanimation qui sont occupés par des patients dans un état grave, infectés par Covid-19, par rapport au nombre total de lits de réanimation à l'état initial sur le territoire national. Ces données sont donc le reflet de la saturation du système sanitaire et surtout de notre capacité de réanimation et de notre capacité encore à prendre en charge d'éventuels nouveaux patients de réanimation, qu'ils soient atteints ou non d'infection Covid-19. Il est important de comprendre que les tensions en réanimation, du fait de l'épidémie en cours, restent dans certains territoires très importantes compte tenu de l'afflux majeur de patients graves dans les réanimations de nos hôpitaux ces dernières semaines, avec la vague d'infection Covid-19, mais aussi avec la vague des patients graves qui ont potentiellement été, pendant le confinement, à distance du système de soins. L'approche régionale est cohérente pour les hôpitaux. Les seuils que nous utilisons dans cette deuxième carte sont les suivants. En vert, le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients graves atteints de Covid-19 est inférieur à 60%. Dans ce cas, l'indicateur est vert. Si le niveau d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints de Covid-19 est entre 60 et 80%, nous affichons une couleur orange. Et si le seuil est supérieur à 80%, ce qui est vraiment exceptionnel, la tension est alors majeure et le seuil est indiqué en couleur rouge. Ces seuils permettent donc de définir très clairement les couleurs que nous utilisons sur la deuxième carte et nous permettent, vous le voyez, de refléter, de déterminer la possibilité d'accueillir de nouveaux patients en service de réanimation. Nous observons avec beaucoup d'attention, comme chaque jour, la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. 7176 établissements, dont 4545 EHPAD, ont signalé un épisode Covid-19 à Santé publique France. Les signalements font remonter 32 791 cas confirmés par test PCR depuis le 1er mars. En ce qui concerne la mortalité hospitalière depuis le 1er mars, nous déplorons 15 369 décès. 82% des décès sont survenus chez des personnes âgées de plus de 70 ans, avec 40 décès en Outre-mer, 17 en Guadeloupe, 14 en Martinique, 8 à Mayotte et 1 en Guyane. Et puis vous savez que nous observons aussi la mortalité en EHPAD et au sein des établissements médico-sociaux, et nous déplorons 9225 décès survenus au sein de ces établissements depuis le début de l'épidémie. En additionnant les décès survenus à l'hôpital et en institution, nous déplorons 24 594 décès depuis le 1er mars. Selon les estimations de Santé publique France, il y aurait eu en France 130 185 cas confirmés. Les deux premières cartes que vous avez vues nous permettent d'élaborer la carte de synthèse de la situation épidémique que vous voyez désormais en ce moment. Le ministre Olivier Véran a déjà expliqué le raisonnement. Pour rappel, cette carte comportera 3 seuils pour bien montrer l'évolution différentielle de l'épidémie en fonction des territoires et expliquer la façon de procéder. Lorsque le territoire est en vert, elle démontre que les deux paramètres précédents
sont en dessous des seuils. C'est le paramètre de circulation virale, de situation épidémique, et puis le paramètre de tension hospitalière. En orange, les territoires pour lesquels un ou deux paramètres sont au niveau des seuils intermédiaires, et en rouge, les territoires dans lesquels un paramètre au moins est au-dessus des seuils définis. Certains départements continuent à être classés en rouge ou en orange sur notre carte de synthèse, alors que l'activité épidémique y est faible. Cela est lié au fait que nous privilégions une approche régionale concernant l'offre de soins critiques. Ainsi, les départements appartenant à une région où les tensions dans l'offre de soins, et notamment en réanimation, restent importantes, sont aujourd'hui classés en rouge, car ce critère est fondamental puisque le déconfinement ne peut se faire dans des bonnes conditions que si le système de santé, et tout particulièrement les professionnels de santé, sont capables de faire fonctionner les services dans des conditions proches de la normale. Cette carte a pour objectif d'illustrer la méthode de travail. Elle donne une indication à un instant T, donc aujourd'hui 1er mai, de la situation dans chaque territoire. Cette carte n'est pas figée, elle va évoluer et elle va s'adapter à l'évolution de la situation. C'est une photographie d'une situation qui reste, vous l'observez ce soir, très évolutive. Je vous remercie. Une question de VL Média. Avez-vous des résultats préliminaires concernant les effets de la plasmathérapie pour traiter le Covid-19 ? Alors, la plasmathérapie, pour expliquer, c'est plutôt l'utilisation du plasma de patients convalescents, de patients infectés par le Covid qui ont guéri et qui ont développé des anticorps. C'est une thérapie que l'on utilise depuis longtemps, même depuis plusieurs décennies. C'est comme ça qu'on récupérait il y a très longtemps des sérums pour guérir un certain nombre de patients. C'est comme ça qu'on a développé par exemple le sérum antitétanique ou même des sérums contre la rage. Donc c'est une expérience que l'on a depuis longtemps, c'est une expérience que l'on a aussi partagée avec les fièvres hémorragiques virales. La France avait testé effectivement l'utilisation du plasma de convalescents contre Ebola, et nous avons donc une équipe de pointe en France qui a proposé un essai thérapeutique qui est en cours et qui travaille évidemment avec l'Établissement français du sang, avec les donneurs volontaires de plasma qui ont guéri de la maladie et qui veulent faire profiter les malades de leur guérison en donnant leurs anticorps par un don de plasma. Et donc c'est une étude en cours que nous surveillons évidemment avec beaucoup d'attention, comme tous les essais thérapeutiques en cours, pour rechercher un effet positif. Donc c'est une question qui a été posée par plusieurs médias, notamment l'agence de presse radio A2PRL, BFM TV, RTL, Médicite et l'APM. Alors, la grande distribution a annoncé à partir de lundi la vente de 500 millions de masques chirurgicaux à destination du grand public. Depuis, les syndicats et conseils de l'ordre des différentes professions médicales s'indignent. Ces stocks existaient-ils déjà il y a quelques semaines, lorsque les soignants étaient rationnés et pour certains non protégés? L'État en avait-il connaissance? Si oui, pourquoi n'ont-ils pas été réquisitionnés comme cela a été le cas dans d'autres secteurs? Alors, priorité aux professionnels de santé, nous l'avons dit depuis le début, nous le redisons aujourd'hui, et vous savez que nous avons commandé près de 3 milliards de masques
pour les soignants de masques notamment chirurgicaux, mais aussi de masques P2, et nous avons à la fois des productions nationales et des importations en cours. Je souhaiterais profiter de cette question pour remercier les officines, les pharmaciens d'officine qui ont distribué près de 300 millions de masques aux professionnels de santé, et nous sommes aujourd'hui sur un rythme de près de 100 millions de masques qui seront distribués par semaine aux professionnels de santé. Donc il n'y avait pas de stock de masques cachés en France. La grande distribution s'investit, et nous la remercions, dans la distribution de masques grand public, qui, vous le savez, vont être évidemment un geste barrière complémentaire dans les prochains jours. Ils ont aussi commandé, comme c'est autorisé, des masques sanitaires en tenant compte des règles strictes de la réquisition qui effectivement s'appliquent. Ce sont des petits volumes, mais on peut importer des masques quand on le souhaite en prévenant les autorités. Et donc, beaucoup d'enseignes se sont mobilisées sur ces commandes. Il y aura effectivement dans la grande distribution des masques grand public, des masques sanitaires. Et je pense que plus nous favorisons l'accès aux masques, mieux c'est. Mais je le rappelle, la priorité est donnée aux professionnels de santé. Et donc, les professionnels de santé auront accès aux masques en premier, notamment les masques chirurgicaux, les masques FFP2 si nécessaire, et vous savez que nous sommes en train aussi d'accompagner l'ensemble des professionnels de santé dans la reprise de leurs activités, en particulier en ville. Une question complémentaire du Monde sur le même sujet. Que répondez-vous à la demande de réquisition de ces masques par les ordres des professionnels de santé ? Mais la réquisition est toujours valable, c'est-à-dire qu'on tient compte toujours des commandes, et donc il y a un volume restreint ou un partage éventuel de la commande lorsque l'État considère qu'il y a une partie qui doit être préemptée, entre guillemets, pour les professionnels de santé. Donc le système fonctionne, il n'y a pas de double circuit, et il y a objectivement une mobilisation de l'ensemble des fabricants français de masques que je souhaite remercier. Vous savez que l'industrie française s'est illustrée d'abord dans sa capacité à multiplier la production de masques sanitaires. Elle est en train de s'illustrer aussi. Toutes les maisons, notamment textiles, s'illustrent dans la fabrication de masques grand public. Et je crois que tous ces efforts doivent être soulignés parce que nous sentons bien qu'il y a une demande aujourd'hui d'accès aux masques, que ce sera un geste barrière lors de la période de déconfinement. Et donc, parmi les gestes barrières, l'accès aux masques grand public est un point majeur. Une question de France Inter. Les Britanniques ont mené une étude sur les catégories socio-professionnelles et ethniques les plus touchées par le Covid-19. Même si la France ne prend pas en compte les critères ethniques, existe-t-il des données sur les professions les plus touchées ? Sinon, une étude est-elle prévue ? Ne pensez-vous pas qu'il importe de savoir qui est le plus touché ? Par exemple, parmi les commerçants, les éboueurs, les transporteurs, les soignants, les pauvres, les riches. Alors c'est une question délicate puisque vous savez qu'en France, nous ne sommes pas autorisés à faire des statistiques ethniques. Ça fait partie des grands principes du droit français. D'abord, respect du secret médical. Vous savez que quand vous arrivez à l'hôpital, on n'est pas obligé de vous demander votre profession ou vos facteurs de risque. On a une description maintenant très médicale de la situation. C'est ainsi que l'on voit, par exemple, qu'en fonction de votre âge, qu'en fonction de la présence de comorbidités, de pathologies cardiaques, de pathologies respiratoires, une obésité morbide, vous avez plus de risques de faire une infection grave. Nous avons aussi un système de recueil de données volontaires de personnel des EHPAD qui souhaitent signaler qu'ils ont été infectés
par le coronavirus. Nous sommes aussi en train de proposer le même système de recueil de données pour des professionnels de santé, mais il est très difficile ensuite de faire des analyses par catégorie professionnelle ou par niveau de revenus pour savoir si des personnes sont plus ou moins exposées sur un plan social, sur des facteurs sociaux à l'infection coronavirus. Pour Medicite, concernant le projet Make Air, combien de respirateurs ont été commandés? Pour quel coût et quand seront-ils opérationnels dans les hôpitaux? Alors, je crois que c'est un projet de fabrication de respirateurs en 3D, donc je crois que ce projet a été envoyé au ministère de la Santé et qu'il fait l'objet actuellement d'une expertise. Une question pour Hospimedia. Est-ce que le Covid-19 va être inscrit sur la liste des maladies à déclaration obligatoire? Alors, la liste des maladies à déclaration obligatoire, c'est une liste qui est régulièrement actualisée, qui a un objectif de santé publique, soit de déclaration immédiate d'une maladie, parce qu'elle est au règlement sanitaire international, parce qu'elle nécessite une intervention immédiate. Et c'est ce que nous allons faire d'une façon indirecte par la mise en place de notre dispositif de tests rapides, de traçage des contacts et d'isolement. C'est-à-dire qu'en pratique, une maladie devient déclaration obligatoire quand les autorités de santé estiment qu'il y a une action de santé publique à mettre en place immédiate face à la maladie. Vous pouvez imaginer ça pour la rougeole, vous pouvez imaginer que ça fonctionne pour une infection à méningocoque, une méningite à méningocoque de l'enfant. Les médecins savent qu'il faut la déclarer parce qu'il y a une action derrière, une action de protection d'autres personnes. Et c'est exactement ce que nous allons faire, mais dans un contexte qui n'est pas le contexte de maladie à déclaration obligatoire, qui est un contexte plus régulier de surveillance d'une épidémie qui survient régulièrement en France, comme la tuberculose ou comme d'autres infections alimentaires. Il y a ici un dispositif qui est totalement spécifique pour répondre au défi de tester toutes les personnes symptomatiques et de repérer tous les contacts. Donc nous avons les mêmes réponses en termes de santé publique. Une question pour France Info. Pouvez-vous confirmer que 700 000 tests seront bien disponibles comme annoncé pour la semaine du 11 mai? C'est l'objectif qui est fixé au gouvernement par le Premier ministre. Je crois que nous pouvons saluer une mobilisation remarquable de l'ensemble des laboratoires en France, qu'ils soient publics, privés, habitués aux analyses médicales ou plutôt dédiés aux analyses départementales, aux analyses vétérinaires, aux analyses de recherche, voire même aux analyses d'enquête comme les laboratoires de la police ou de la gendarmerie. Donc tous les laboratoires sur le territoire national se mobilisent, ils mobilisent toutes leurs capacités. Nous les accompagnons pour permettre cette montée en charge et donc c'est bien l'objectif qui a été fixé et que nous devons absolument atteindre. 2 questions pour CNews. Pourquoi avoir décidé de choisir le nombre de patients qui se rendent aux urgences pour suspicion Covid? Cela est-il un indicateur susceptible de modéliser la transmission du coronavirus, sachant que suspicion ne veut pas dire cas positif? Alors c'est vrai, tous ces éléments ont fait l'objet de discussions entre experts. Nous voulions avoir des indicateurs précoces, nous voulions avoir des indicateurs disponibles dont on connaissait la fiabilité, nous voulions avoir des indicateurs disponibles dans tous les départements dont nous avions l'expérience. Le passage aux urgences, c'est quelque chose qui est renseigné dans tous les services d'accueil d'urgence depuis des années, qui nous permet de savoir d'ailleurs s'il y a des conséquences de canicule, s'il y a des conséquences d'épidémie, s'il y a des conséquences d'événements. Et donc, c'est un indicateur disponible sur l'ensemble des départements, qui peut être évidemment enrichi d'autres indicateurs
comme l'activité des médecins généralistes, comme l'activité de SOS médecins, comme l'activité des laboratoires, aussi du ressenti des acteurs locaux, des professionnels de santé locaux, de l'Agence régionale de santé, de la cellule de Santé publique France sur le terrain pour être au courant aussi d'investigations sur une circulation éventuelle, sur des cas groupés éventuels. Donc, tous ces éléments nous permettent de modéliser, entre guillemets, l'activité épidémique, le risque d'infection dans le département. Ensuite, effectivement, comme vous le dites, il peut y avoir d'autres éléments qui nous confirment que le cas est positif. C'est par exemple les résultats de laboratoire. Donc, c'est un indicateur important que d'avoir le nombre de tests et la positivité des tests. Tout ça va être pris en compte au fur et à mesure que nous aurons ces données département par département, mais c'est un indicateur utile et qui est disponible pour le grand public. Pourquoi avoir ajouté une troisième couleur, l'orange? La carte cristallisée du 7 mai sera-t-elle bicolore ou les départements pourront-ils toujours être en orange? Alors, nous souhaitions garder cette couleur orange au début, puisque nous avons vu que c'était une carte provisoire. Ça nous permet d'être beaucoup plus fin dans les nuances, de voir que certains territoires peuvent basculer dans un sens ou dans un autre. Ça nous permet effectivement d'avoir une approche non manichéenne, mais effectivement l'objectif est bien d'aller vers le bicolore, et il y aura une carte bicolore pour le 7 mai pour préparer le défi collectif du 11 mai. Une question pour RTL. Le prix des masques chirurgicaux sera plafonné à 95 centimes l'unité. Est-ce le juste prix selon vous? Avant la crise, c'était 10 fois moins cher selon 60 millions de consommateurs. Un prix plafond n'est pas le juste prix. Plusieurs questions pour BFM TV, dont une en lien avec CNews. Quand est-ce que la carte des capacités régionales de test sera effective? Pourquoi n'est-elle pas prête? Alors, c'est le sujet qu'on abordait il y a quelques minutes sur la capacité de test. Tous les laboratoires sont en train de se mobiliser, tous les départements sont en train de renforcer leur capacité. Et donc, notre objectif, c'est que nous ayons les dernières données de capacité non seulement de test, mais aussi de traçage des cas contacts pour démontrer la semaine prochaine aux autorités politiques, en particulier au président de la République et au Premier ministre, notre capacité d'assurer la sécurité des Français à partir du 11 mai, c'est-à-dire, pour reprendre les mots du Premier ministre, de protéger les personnes, d'être capable de tester et de tracer, c'est-à-dire de tester toutes les personnes qui sont symptomatiques sur l'ensemble du territoire national. Une fois qu'elles sont symptomatiques, d'avoir immédiatement l'alerte pour pouvoir repérer les cas contacts et donc de pouvoir isoler toutes les personnes porteuses du virus pour lutter très efficacement contre la circulation virale. Le Premier ministre a évoqué devant l'Assemblée des modélisations pessimistes transmises par la DGS concernant l'évolution de l'épidémie. De quoi parle-t-il? Alors, nous suivons très régulièrement l'épidémie grâce aux indicateurs épidémiologiques de Santé publique France, mais aussi grâce à la mobilisation de toutes nos équipes de recherche. Vous savez que nous avons aussi cet outil, qui est un outil parmi d'autres, des modèles mathématiques. Et je voulais m'assurer que les modèles mathématiques étaient totalement adaptés à la situation actuelle, qui sont là encore évolutifs. Je vous donne plusieurs exemples. Le fameux R0, c'est-à-dire le taux de transmission, est descendu très bas en France grâce aux efforts des Français. Nous estimons actuellement qu'il était à 0,5, il est en train de remonter entre 0,6 et 0,7. Et donc c'est aussi parce qu'il y a une activité qui reprend progressivement. Donc ça, c'est un facteur majeur, c'est un facteur qui est suivi dans beaucoup de pays, notamment comme l'Allemagne. Nous avons aussi des données plus fiables
sur la létalité, c'est-à-dire le nombre de décès par rapport au nombre de personnes infectées. Nous avons aussi des modifications des comportements. Je vous donne deux exemples. Le profil des personnes qui sont hospitalisées est en train d'évoluer. Le profil des personnes qui arrivent en réanimation est en train d'évoluer. Moins de Français arrivent en réanimation, ce qui est un point positif pour nos équipes médicales qui probablement apprennent semaine après semaine comment prendre en charge de façon optimale ces infections. Donc tous ces facteurs font que les modèles évoluent et que nous avons besoin de peaufiner notre analyse du nombre de cas qui seront en réanimation le 11 mai, du nombre de personnes qui seront hospitalisées le 11 mai, et du nombre de personnes, et ça c'est un chiffre important, que nous aurons à dépister et à prendre en charge en termes de cas contacts pour être certain que notre capacité de test et de traçage est adaptée à la situation épidémique le 11 mai. Une question pour RMC. Quand sera-t-on fixé sur la fiabilité des tests sérologiques et leur agrément officiel ? Alors, toutes ces procédures sont en cours, elles ont déjà bien évolué. Il y a beaucoup d'activités de la part de la Haute Autorité de Santé, de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament, de la part du Centre national de référence qui valide ces tests. Je vous rappelle que ces tests sont utiles dans un deuxième temps, mais pas dans l'immédiat, pour les raisons suivantes. D'abord, l'épidémie a touché relativement peu de Français, quelques millions de Français, pas plus. Donc, l'immense majorité des Français n'a pas rencontré le virus, et donc l'immense majorité des Français n'a pas d'anticorps, n'a pas beaucoup de raisons de faire une sérologie. Par contre, cette sérologie peut être utile dans des indications particulières, lorsque l'on veut vérifier le statut immunitaire de professionnels de santé à l'hôpital, par exemple, lorsque l'on veut procéder à des études de recherche, et donc on l'a vu dans certains milieux professionnels ou dans certaines études, c'est très important de pouvoir savoir, je vous avais cité les études de l'Institut Pasteur, de pouvoir savoir si des gens qui ont été exposés, qui ont été malades, qui ont eu une PCR positive, développent ensuite des anticorps. Donc ces tests sérologiques ont une utilité, mais pas dans le grand public aujourd'hui, en tout cas pas dans cette phase de l'épidémie. Deux questions pour la PM et la première posée en lien avec France Inter. Pouvez-vous donner davantage de détails sur la constitution des brigades départementales qui seront chargées d'enquêter sur les cas ? Alors, c'est déjà ce que nous avions mis en place en phase 1 et en phase 2. Je vous rappelle ce que nous avions fait, notamment pour investiguer très rapidement les cas groupés des contamines Montjoie ou des cas groupés aussi à Crépy-en-Valois. Il faut des brigades de terrain au sens intervention d'équipes dédiées, d'équipes formées tout près du terrain, mais il y a plusieurs niveaux d'investigation. Quand une personne appellera son médecin traitant parce qu'il est symptomatique, parce qu'il a besoin d'un test, le médecin traitant, le médecin généraliste, a un rôle absolument fondamental, parce que c'est lui qui décidera s'il faut faire le test, c'est lui qui recevra le résultat du test, et c'est lui qui procédera très rapidement à la première enquête. Quels sont vos proches ? Qui vivent avec vous, qui vous avez vu comme contact étroit, et donc ça, le médecin généraliste a un rôle totalement central. Ensuite, nous aurons des personnes qui seront chargées de contacter les contacts que vous aurez listés, vos contacts professionnels par exemple, ou les personnes avec qui vous avez eu des contacts dans les 2 ou 3 jours précédents, pour pouvoir les appeler très vite, pour pouvoir leur demander de réaliser un test très vite, et pour pouvoir isoler à la fois les cas ou mettre en quatorzaine les personnes contacts. Donc ces brigades, elles vont être surtout proches du terrain, en lien étroit avec le médecin généraliste, soutenues par l'Agence régionale de santé, Santé publique France et l'assurance maladie,
pour pouvoir répondre aux enjeux qui sont de détecter tous les cas, de détecter tous les contacts très rapidement et que tout le monde ait cette information le plus vite possible. À partir de quand les cartes tiendront compte des remontées de médecins généralistes du réseau Sentinelle? Alors, c'est un peu ce que nous faisons dès maintenant, c'est-à-dire que nous tenons compte de cette fameuse surveillance syndromique que je vous ai expliqué tout à l'heure, puisque je vous ai donné l'activité de SOS Médecins, l'activité des laboratoires. Tous ces éléments sont fournis au quotidien, tous ces éléments sont rendus publics, et dans l'analyse fine à laquelle nous procédons et à laquelle procède Santé publique France, en lien avec les territoires, en lien avec les agences régionales de santé, c'est justement de bénéficier de tous ces indicateurs, le recours aux médecins généralistes, le recours à SOS Médecins, le recours aux médecins sentinelles, le recours aux tests par les laboratoires sentinelles, pour avoir une évaluation fine de la situation département par département. C'était la dernière question, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci madame.